Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde intitulée L'Afrique grenier du monde, quelle révolution et quelle croissance pour nourrir nos deux continents. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être entourée par monsieur Ben Tata, qui est le vice-président production de la compagnie fruitière, que l'on peut applaudir. Monsieur Karim Aïtal, directeur général de Géocoton. Charlotte Libog, qui a créé un think tank et un do tank qui s'appelle l'Afrique grenier du monde depuis une dizaine d'années maintenant. Monsieur Porquet, CEO de l'entreprise Mycophyto et qui est ici à domicile. Alors, selon la FAO, l'Afrique abriterait environ 60% des terres arables encore disponibles au monde. Et cela attise l'intérêt d'un certain nombre de partenaires étrangers qui essayent de sécuriser l'avenir alimentaire de leur population. Mais avant de parler d'une Afrique grenier du monde, une Afrique qui pourrait nourrir le monde, comment l'Afrique va-t-elle faire avant tout pour se nourrir elle-même, nourrir ses populations ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter une courte vidéo de Rita Zniber, qui est CEO du groupe Diana Holding, un groupe marocain qui est un acteur majeur dans l'agro-business et qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a tenu à nous envoyer une petite vidéo. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Un cas de force majeure me prive de l'honneur et du plaisir de partager avec vous ce moment à Marseille, au Palais du Pharaon. Permettez-moi de présenter en quelques mots Diana Holding, le groupe que je préside et dirige depuis avril 2014, dans sa forme actuelle de société anonyme à conseil d'administration, après en avoir été la présidente du conseil de surveillance pendant de nombreuses années. Diana Holding est un acteur majeur de l'agro-industrie au Maroc. Ses chiffres clés sont 420 millions de dollars de chiffre d'affaires, 7200 collaborateurs et 35 000 emplois indirects générés dans ce cadre, 8300 hectares de terres exploitables. Le groupe continue de diversifier ses activités dans l'agriculture et l'industrie alimentaire pour consolider son leadership dans les différents domaines où il est présent. Diana Holding poursuit sa politique de développement en intégrant chacune de ses activités. Le groupe, qui compte une trentaine de filiales et 8 métiers, mutualise les fonctions de support et de contrôle essentielles et s'assure des synergies et complémentarités entre ces 5 filières. Agriculture, vins et spiritueux, protéines, plasturgie, distribution. Notre vocation est d'être un acteur de référence dans le secteur agro-industriel à l'échelle nationale et par-delà nos frontières, notamment en Afrique, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, appuyé sur le socle de nos valeurs, qui sont l'engagement, l'excellence, le partage. Notre stratégie s'articulant autour de 5 leviers de croissance qui sont d'assurer la pérennité en consolidant notre politique de développement durable, d'encourager une politique de collaboration avec tous nos partenaires, aussi bien internes qu'externes, d'innover en mettant la recherche et le développement au cœur de tous nos métiers, de la production à la commercialisation, d'optimiser et rationaliser l'utilisation de nos ressources, de déployer nos activités à l'international et en particulier en Afrique. Ce qui nous amène à la question d'évaluer nos plus grands atouts et les principaux défis que nous rencontrerons pour atteindre l'objectif que Diana Holding s'est fixé de participer à la souveraineté alimentaire du continent africain. Nos atouts sont l'expertise que nous avons développée depuis 60 ans dans le domaine agricole et agro-industriel. Les principaux défis étant tout d'abord de trouver les bons partenaires, y compris les partenaires financiers, mais également de surmonter les difficultés de préserver les sols pour une agriculture durable. À ce titre, l'OCP est déjà d'un grand secours pour les agriculteurs de plusieurs pays africains. C'est aussi s'inscrire dans la montée en compétence des ressources humaines locales et s'inscrire dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental, tout en surmontant les difficultés du transport et de la logistique qui représentent environ 20% du PIB des États africains,
tandis qu'ils sont moitié moindres dans les pays développés. Inciter par tous les moyens à une meilleure gestion de l'eau. Avoir à l'esprit que l'atteinte de l'objectif de la souveraineté alimentaire est tributaire également d'une gouvernance plus systémique et coordonnée dans les territoires et entre les territoires. Ainsi, relever le défi complexe de la souveraineté alimentaire exigera davantage de coordination stratégique et opérationnelle, car la coopération Sud-Sud, n'étant pas synonyme de repli régional, doit être davantage développée. Alors, Karim Aïtalb, peut-être une petite réaction à ce que vient de dire Rita Sniber en propos liminaires. Très bien. Déjà, merci pour l'invitation. Non, moi, je pense qu'effectivement, ce qui a été présenté par Madame Sniber est très intéressant, notamment sur l'aspect donc cette collaboration qu'il peut y avoir entre les pays du Sud et un sujet qui me paraît absolument essentiel si on veut relever la problématique de la sécurité alimentaire, c'est notamment l'accès aux intrants, la cartographie des sols. Il a été dit effectivement que l'OCP est très actif et je pense que à partir du moment où on prend, je dirais, le sujet à sa racine, et la racine, c'est le sol. À partir de ce moment-là, on peut commencer à imaginer, je dirais, les solutions de demain. Voilà, donc, mais je pense effectivement qu'au travers de l'expérience de Diana Holding, je pense qu'il y a vraiment des modèles très intéressants qui peuvent être dupliqués sur le reste du continent. Alors justement, par rapport à ça, ça renvoie à la question des engrais. Il y a une tension aujourd'hui sur l'approvisionnement des engrais. On parle de l'Afrique comme grenier du monde, mais pour l'instant, les greniers sont vides. Donc, vous êtes un des leaders dans la production de coton en Afrique subsaharienne. Et c'est une culture locomotive qui va entraîner d'autres cultures dans son sillage, des cultures céréalières. Je pense notamment dans des pays comme le Mali ou le Burkina Faso. À date, quelle est la situation ? Alors, peut-être pour répondre précisément à la question, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'est-ce que la culture du coton dans cette zone-là ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très différent par rapport aux autres zones géographiques, Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Donc, la culture du coton en Afrique subsaharienne et en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est une culture qui est faite exclusivement par des petites plantations qui ont entre 0,5 et 2 hectares. Elles ne sont pas propriétaires de leur terre. Elles n'ont pas de compte bancaire, elles n'ont pas d'existence juridique. Voilà un petit peu le constat de base. Et donc nous intervenons justement en leur apportant une formation, un encadrement, un accès justement à ces produits qu'ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne peuvent pas aller négocier un crédit bancaire. Donc on joue le rôle d'intermédiaire en leur apportant ces ressources qui sont absolument indispensables, donc c'est-à-dire des semences de qualité, des engrais, des produits phytosanitaires qui leur permettent justement de produire à côté des champs sur lesquels ils font du coton, des cultures céréalières. Les gens font du coton parce que ça leur permet d'avoir accès aux engrais et aux produits phytosanitaires, et on estime qu'ils dévient à peu près 30 à 35% du paquet technique, donc c'est-à-dire des engrais, vers les cultures vivrières. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une culture locomotive, et qu'on voit effectivement que dans certaines zones géographiques, que ce soit le Mali ou le Burkina, 50% de la production céréalière des pays vient des zones cotonnières. Alors maintenant, concernant la problématique des intrants. L'année dernière, il y a eu ce phénomène effectivement de la guerre en Ukraine qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une tension sur le marché international. Cette tension, elle s'est manifestée en deux choses, une baisse de la disponibilité, une augmentation du prix. Et donc il y a un certain nombre de pays qui ont été, je dirais, secoués par cette tension. Mais moi, je voudrais inviter chacun à réfléchir en fait à l'avenir. Le vrai sujet, il n'est pas forcément que dans les engrais. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de certains pays, notamment la France, l'augmentation de la production agricole, ça a d'abord été le travail sur la semence, à 70%, et après, ça a été les engrais. Or, je constate que malheureusement, dès qu'on parle d'Afrique, on parle toujours d'engrais. Les engrais sont essentiels sur du court terme, mais il faut impérativement travailler à côté sur le sujet des semences si on veut, à un moment donné, que cette vision de grenier, je dirais, du monde puisse se manifester concrètement. Maintenant, je rappelle aussi que dans beaucoup de pays, notamment ceux que vous avez cités, Burkina et Mali, ils sont quasiment autosuffisants en céréales. Justement parce qu'il y a une production cotonnière qui est importante, et donc que derrière, ça permet de créer des céréales. Le vrai sujet concernant 2023, ça a été pour moi
plus que l'impact sur les engrais, ça a été en fait un phénomène que le continent, en tout cas cette zone, n'avait jamais vu. C'était une attaque sur le cotonnier par un parasite qui s'appelle les jacides. Et ça, en fait, c'est venu diminuer la production de coton de la région entre 15 et 30% suivant les pays. Donc on voit bien que le problème, il est effectivement multiforme. Il y a la problématique d'accès aux engrais, il y a la problématique du paquet technique, des semences, et après il y a d'autres problématiques dont on parlera certainement après. D'accord, merci pour cette première intervention. Monsieur Bentata, vous êtes vice-président production de la compagnie fruitière, donc c'est une compagnie marseillaise qui est née en 1938. Vous êtes le premier fournisseur de fruits dans la zone ACP. Vous affichez un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros, il me semble, l'année dernière. Vous êtes spécialisé notamment sur la production de bananes venues d'Afrique, vous observez des processus de production durables, on va dire. Et tout ça, ça a un coût, surtout quand on compare par rapport à d'autres productions qui viendraient notamment d'Amérique du Sud. Dans quelle mesure aujourd'hui les réglementations favorisent-elles vos types de production, et à l'heure de la renégociation des accords ACP, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Oui, merci pour l'invitation. Alors, la compagnie fruitière est le régional de l'étape, puisque le siège social est à Marseille. Nous produisons 800 000 tonnes de fruits, essentiellement de la banane, exportée à 90% sur le marché européen et 10% sur le marché africain. C'est important pour nous d'avoir un volume de commercialisation en Afrique. Il y a une demande qui est assez forte. Les réglementations, si on parle de réglementation locale, puisqu'on exporte, donc il y a l'aspect réglementation locale et réglementation sur les pays de destination, en particulier en Europe. Les réglementations locales, en termes de durabilité, sont assez similaires à celles qu'on peut trouver en Europe. Elles ont, je pense, si on faisait le lien avec la problématique et la thématique précédente sur l'énergie, il y aurait peut-être en termes de durabilité en Afrique, peut-être des efforts à faire sur le développement, par exemple, de l'énergie solaire, parce que sans énergie, il n'y a pas d'agriculture. Et on pourrait imaginer que le secteur agricole africain soit un des vecteurs, justement, du développement du solaire en termes d'auto-utilisation. Et donc là, il y a peut-être quelques éléments d'évolution au niveau des réglementations. Concernant les accords ACP, plus particulièrement les accords de partenariat économique qui ont été négociés avec différents pays africains, signés, je crois, par le Cameroun, pour nous, c'est important dans le sens où ça permet d'avoir accès au marché européen sans droit de douane, et ce qui favorise évidemment la compétitivité de la banane africaine, sachant que c'est peut-être un secteur que peu de gens connaissent, mais l'essentiel de la production de bananes se fait en Amérique latine. Ce sont les premiers concurrents de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent en Europe de préserver cette activité. Pour nous, c'est important, et je pense qu'il y a eu un certain nombre de discussions localement sur l'opportunité des APE, notamment au niveau du tissu économique local. On pouvait avoir quelques appréhensions sur l'industrialisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, parce que si on compare, on en parlait tout à l'heure du commerce entre la Chine et l'Afrique, je crois qu'il y a une différence quand même assez notable entre le type de produits qui sont échangés entre la Chine et l'Afrique et l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, je pense que la technicité, la technologie des produits importés sont pour moi essentielles pour l'Afrique. C'est souvent des machines-outils. Dans le domaine agricole, c'est du machinisme agricole, c'est de la technologie, c'est de l'innovation. Autant de vecteurs pour le développement de l'agriculture de l'Afrique demain. Merci pour cette première intervention. Monsieur Porquet, vous êtes le directeur général de Mycophyto. Donc, c'est une start-up deep tech qui est née ici, à Marseille. Non ? Grand Sud.
Dans le sud? Plutôt du côté de Sophia Antipolis, mais on va se, À Nice, on va se régionaliser volontiers. D'accord. Alors, vous proposez des solutions innovantes axées sur l'optimisation des équilibres biologiques naturels pour améliorer la résilience des sols, en fait. En substance, de quoi s'agit-il? Donc en fait, effectivement, bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc effectivement, Mycophyto propose des solutions qu'on appelle de biostimulation naturelle, alternatives à tous les intrants chimiques et de synthèse. En clair, on s'appuie sur une solution qui existe depuis 450 millions d'années, qui s'appelle le champignon mycorhizien, qui a permis à l'ensemble des plantes de sortir de l'eau et de s'installer durablement sur la croûte terrestre. Et ce champignon mycorhizien a une particularité, c'est qu'il développe en sous-sol des filaments qu'on appelle des ifs, qui permettent d'aller chercher très profondément tous les nutriments nécessaires à la plante. Donc il rentre en symbiose avec la racine de la plante, lui apporte ces éléments nutritifs, et en contrepartie, la plante lui apporte le CO2 nécessaire à son développement. Et donc cette alliance du champignon et de la plante permet à la plante d'optimiser le rendement de la plante, que ce soit en termes de fruits, de poids de fruits, de nombre de fruits, mais également et surtout de résister à un certain nombre d'agresseurs qu'on appelle biotiques ou abiotiques, des agresseurs extérieurs. Et la dernière particularité, et non des moindres, c'est qu'elle permet de réduire fortement le stress hydrique, puisque le champignon, en se développant en sous-sol, développe une protéine qui s'appelle la glomaline et qui a la faculté de capter sous forme de microcapsules les gouttes d'eau et de restituer progressivement ces gouttes d'eau à la plante quand elle en a besoin. Alors, ces solutions, vous commencez déjà à les exporter sur différents territoires africains, me semble-t-il. Absolument. Donc, grâce à un partenaire qui est autour de la table, on a réussi à avoir notre premier pied en Afrique en 2022. Depuis, on a d'autres développements en Afrique sur des cultures soit maraîchères, soit fruitières, mais également aussi sur des sujets liés directement au stress hydrique, et notamment au Maroc, avec l'olivier. Comme il a été évoqué lors de la précédente table ronde, le Maroc connaît une sécheresse très forte depuis 3 ans. Beaucoup d'oliveraies sont en difficulté majeure, et notamment dans la région du Grand Marrakech. Ils n'ont plus le droit d'utiliser l'eau du barrage en aval de l'Atlas. Et donc, ces arbres souffrent énormément du manque d'eau. Or même que la biodiversité de ces sols est relativement riche, malgré le caractère désertique de la région. Et en fait, la mycorhization permet à ces oliviers d'aller chercher plus profondément ces quelques gouttes d'eau qui restent, et donc d'atténuer le stress hydrique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le champignon mycorhizien va remplacer l'eau dans tous les cas. S'il n'y a plus d'eau du tout, à un moment donné, le champignon mycorhizien ne pourra pas faire grand-chose. Mais cette combinaison de la plante avec le champignon mycorhizien atténue fortement le stress hydrique. En France, on l'a démontré, et nos clients nous l'ont démontré, notamment l'été dernier. Si on mycorhize des cèpes de vigne versus des cèpes de vigne non mycorhizés, la résistance au stress hydrique est d'environ 40%. En interne, dans nos essais Mycophyto, sur l'olivier, on atteint des seuils à peu près du même niveau, et on espère bien démontrer au Maroc la même chose. Vous êtes au Sénégal, hein, déjà, il me semble. On est au Sénégal, on est un peu en Côte d'Ivoire, et on est au Maroc, et un petit peu aussi à Madagascar. Très bien. Charlotte Libog. Alors, vous êtes à la tête d'un think tank et d'un do tank qui s'appelle Afrique Grenier du Monde depuis une dizaine d'années. Vous êtes originaire du Cameroun et vous faites la promotion de l'investissement dans l'agriculture sur le continent. Vous êtes très attaché à la question du genre. Or, on le sait, en Afrique, les femmes sont vraiment des actrices de premier plan en termes d'agriculture. On les retrouve évidemment dans les champs pour faire les récoltes, au niveau du triage dans les coopératives, au niveau de la distribution sur les marchés. Mais maintenant, comment est-ce que vous faites pour peut-être les accompagner, avoir des rôles un peu plus stratégiques et à passer de cette agriculture familiale vers des systèmes de production un peu plus importants pour jouer justement un rôle plus stratégique en termes de souveraineté alimentaire?
Merci infiniment Marie-France pour cette excellente occasion de valorisation du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique, qui reste le secteur clé en termes de création de richesses, mais malheureusement largement méconnu. Donc merci à vous, chers agro-industriels. Je vous aime énormément, mais je voudrais effectivement préciser que en la matière, en fait, l'agro-industrie, c'est en moyenne 5% en fait du secteur, voire moins. Alors ça veut dire que nous avons 95% au moins des acteurs que l'on va retrouver donc au niveau de la paysannerie, au niveau également du secteur informel et enfin au niveau du secteur privé. Alors, la plateforme Afrique Renommée du Monde, effectivement, a été lancée pour mieux mettre en lumière les diverses opportunités donc de ce secteur capital pour enfin pour le continent, mais également pour le reste du monde, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement de résoudre cette question de la donne alimentaire mondiale, qui est de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. C'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, nous parlons effectivement du Forum Europe-Afrique et nous avons tous un rôle clé à jouer justement pour la résolution de cette équation. Alors, je vais revenir effectivement sur le rôle clé des femmes dans ce challenge. Les femmes, il faut le dire, dans le domaine représentent, du moins, assurent environ 80% de la production locale au niveau africain. Et ces femmes-là, malheureusement, sont démunies, largement démunies à tous les niveaux. Donc, alors, comment on les accompagne? On a effectivement donc, cette équation que j'appelle les 3 F. Donc, en termes de consolidation, on va toucher à la formation. Aujourd'hui, on parle énormément des nouvelles technologies. On a dans nos zones rurales ce qu'on peut appeler la fracture numérique que nous essayons de réduire à travers justement de la formation en mode digital. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses coopératives qui travaillent avec nous en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, qui arrivent à commercialiser leurs produits via certaines applications comme WhatsApp. Ça a l'air de rien, mais il y a une réelle avancée. Et ça, ils arrivent à le faire sans forcément parler le français. Puisque là, je vous parle des zones rurales. C'est une réalité aujourd'hui qu'il faut vulgariser. Et cette vulgarisation-là peut passer effectivement par la mise sur pied d'autres entités, des entreprises portées par des PME et PMI du secteur privé. Pourquoi pas, y compris celle de l'Europe. Voilà, donc toute l'équation est là. Donc la formation d'un côté, bien entendu également le financement à travers énormément d'intermédiations avec les acteurs clés. La semaine prochaine, nous serons à Sharm el-Sheikh au niveau de la BAT pour continuer avec ce plaidoyer. Et enfin, le foncier. Malgré leur rôle clé en la matière, les femmes, on va vous dire, hein, elles produisent 80%. Même au niveau mondial, mais elles sont propriétaires terriennes à hauteur de 10% seulement. C'est une aberration. Avec ça, elles n'ont pas accès au crédit, et donc la question du foncier va avoir malheureusement un aspect qui reste sociétal, avec le fait qu'on soit dans des sociétés patriarcales où il n'est pas toujours bien vu de voir des femmes propriétaires terriennes. Donc il est capital à ce niveau-là de sensibiliser tous pour justement et les Nations Unies s'y sont mis pour justement plus d'autonomie de la femme afin de Merci Charlotte pour cette première intervention. Il y a énormément de choses à dire. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je mettrai juste une petite exception pour les Comores où les femmes sont propriétaires terriennes justement, et c'est une exception sur le continent que je tenais à souligner puisque Marseille est la première ville comorienne au monde, comme vous le savez bien ici. Je vais revenir vers Monsieur Porquet parce que je pense qu'il me semble que votre temps est très limité. Je voulais savoir dans quelle mesure en fait les solutions que vous créez ici peuvent faire l'objet d'une forme d'interopérabilité avec comment dire, les systèmes de production en Afrique. En fait, déjà, il y a deux remarques préalables à la réponse à votre question. C'est que la mycorhisation fonctionne avec 85% des plantes terrestres, grosso modo. Donc forcément... c'est pas les mêmes, peut-être c'est pas les mêmes. Il y a des plantes redondantes qu'on trouve en Afrique comme en Europe. Donc cette interopérabilité, elle existe. La deuxième chose, c'est que on sait que les sols sont composés, on peut décomposer les sols en différents clusters, et dans ces clusters, on retrouve grosso modo 90 à 95% de la même composition biochimique, de biodiversité ou pédologique.
Et donc forcément, quand on va identifier que dans un sol africain, par exemple au Ghana, il y a telle et telle souche de champignons mycorhiziens, on sait que ce champignon mycorhizien existe ailleurs également, et que si on ne le retrouve pas au moment donné, à un instant T en Afrique, on peut le développer, nous, à travers notre biobanque, parce qu'on dispose de ces souches, et venir le réintroduire sur ce sol africain. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que jamais on va introduire une espèce endogène, on introduit toujours une espèce indigène, enfin on réintroduit toujours une espèce indigène au sol, et donc cette interopérabilité, elle existe effectivement largement, et donc permet le développement de la mycorhization dans beaucoup d'endroits du monde. Merci. Karim, je voudrais revenir vers vous par rapport au cœur de notre sujet sur cette Afrique grenier du monde. Moi, je voudrais savoir selon quel modèle, justement, qui va les définir, avec quelles semences ou quels intrants. Parce que si on retourne un petit peu en arrière, on voit bien que les modes de consommation en Afrique, depuis la Seconde Guerre mondiale, elles ont été bouleversées par toutes des nouveaux modes de consommation liés à la surproduction qu'on trouvait en Europe ou aux États-Unis, qui ont complètement modifié les consommations des ménages africains. Comment parce que là, quand on entend tous ces acteurs internationaux dire demain c'est le grenier du monde, mais oui, mais comment on va éviter les mêmes écueils? Oui, c'est une très bonne question. Moi, effectivement, je suis un peu fatigué d'entendre à chaque fois demain, c'est demain, c'est demain. Mais demain, ça fait 20 ans qu'on en parle, 30 ans qu'on en parle. Et donc, il faut arrêter. Parce qu'en réalité, les solutions, elles existent. Donc, il faut avoir le courage, en réalité, de les mettre en place. Pour l'histoire du modèle, en réalité, il ne faut pas un modèle, c'est plusieurs modèles. Parce que on a tendance à oublier, mais le continent africain, c'est quand même 54 pays, ce sont des zones agroécologiques différentes, ce sont des histoires différentes, ce sont une structuration sociale qui est totalement différente. Donc ce qui fonctionne dans un pays ne peut pas fonctionner dans le pays voisin. Donc il faut réfléchir sur, quelles sont en fait les filières qu'on peut développer, celles sur lesquelles on a la possibilité d'être le plus compétitif dans un environnement où, effectivement, vous êtes face à des mastodontes de l'agro-industrie, que ce soit le Brésil, les États-Unis. Ça ne sert à rien d'aller sur des filières où, de toute façon, on ne va jamais y arriver, ou alors ça va nous coûter beaucoup d'argent. Ça, c'est je dirais ma perception. Après, il faut prendre en compte ce qu'a dit Charlotte juste avant, c'est que aujourd'hui, sur le continent africain, on va dire plus de 95% des exploitations agricoles, elles sont familiales. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas demain réfléchir en ayant simplement un modèle intensif. Alors c'est possible dans certains pays, mais ça sous-entend qu'il y ait des réglementations qui permettent d'avoir accès à de la terre, qui permettent d'avoir accès à de l'énergie pas chère et tout ça. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, donc ça va être très compliqué de dire je ne fais que de l'agro-industrie. Voilà, ça c'est pas possible. En même temps, il faut reconnaître que si on fait que de l'agriculture familiale, on va avoir des difficultés. Pour moi, en fait, il faut réussir à mettre le curseur entre les deux. Il y a des zones sur lesquelles on peut développer des projets agro-industriels qui doivent parfaitement s'intégrer dans leur écosystème, faire travailler les petites exploitations familiales, leur faire bénéficier de semences, leur faire bénéficier de savoir-faire, de formation, leur faire bénéficier également des infrastructures, notamment énergétiques, parce qu'aujourd'hui, elles n'en ont pas, et effectivement, comme le disait tout à l'heure Peter. Donc, il y a aujourd'hui, je pense, un modèle à définir qui, en fait, en réalité, suivant les zones géographiques, vont être différents, mais vont être certainement complémentaires. Donc moi, je dirais, il faut réussir à casser cette vision qu'ont certains effectivement partenaires de l'Afrique, que le continent n'arrivera jamais à produire de produits agricoles en grande quantité. Ça, il faut tout de suite dire c'est possible, et on le démontre. Aujourd'hui, on le démontre dans la banane, dans le coton, on le démontre dans un certain nombre de produits qui sont même exportés. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. Après, il va falloir venir traiter de façon chirurgicale des points qui sont identifiés, non pas depuis 1 an, 2 ans, mais qui sont identifiés depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas? Est-ce que c'est une problématique de volonté politique? Est-ce que c'est une problématique, finalement, où nos États, les États africains, ne veulent pas les mettre en place? Ça, je doute, puisque pour chacun de ces pays, regardez le poids du secteur agricole dans le 10 pays. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, je crois que juste sur la culture du coton, vous avez 1/4 de la population qui vit de cette culture-là. Donc on ne peut pas l'oublier. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Donc je pense que aujourd'hui, le vrai défi que les Africains, parce que ça sera l'Afrique qui devra déterminer les différents modèles qu'elle veut mettre en place,
Il faut compter sur la disponibilité des partenaires de bonne foi, des partenaires français, européens, qui peuvent venir accompagner, qui peuvent venir donner une expertise, proposer justement un accompagnement, co-investir, ça c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, on a toujours vu des projets sur lesquels finalement c'était des capitaux étrangers qui venaient développer un certain nombre de filières. Aujourd'hui, ça, il faut l'arrêter. Il faut mettre en place des projets qui soient des projets véritablement inclusifs, bien, je dirais, ancrés dans les territoires, qui permettent aux capitaux locaux également de s'exprimer. Et alors, dernier point, c'est réussir le défi de faire rentrer dans la table des discussions les petits producteurs. Parce qu'aujourd'hui, rares sont les pays dans lesquels vous avez des filières qui sont structurées, avec des organisations faîtières qui peuvent défendre, je dirais, la parole du producteur. D'accord. Je vais rebondir ce que vous dites, avec Monsieur Bentata, parce que, comme disait Karim à l'instant, effectivement, l'Afrique ne pourra pas nourrir ses 2 milliards d'habitants d'ici 2050 avec uniquement ses productions familiales. Sauf que bon, l'accès au capital reste difficile sur le continent. Et donc, bon, comment on fait pour combler un gap qui est estimé entre 100 et 150 milliards par an par la BAD en termes de financement des infrastructures? Comment on fait pour industrialiser cette agriculture et quel rôle jouent les opérateurs privés comme vous pour y arriver? Alors, c'est une question qui n'est pas simple, qui n'a jusqu'à présent pas été résolue. Il y a, je pense qu'il y a aussi la qualité des projets qui fait un peu la différence. Le nombre de projets, parce qu'il y a un certain nombre de pays africains, par exemple, qui mettent des bons moyens, même publics, pour développer l'agriculture, et qui, faute de projets ou de candidats, a du mal à le financer. La BAD, par exemple, et la Banque mondiale. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, qui a signé un accord avec la Banque mondiale, je crois, sur 200 ou 300 millions de dollars pour la création d'agropoles, et qui peine un peu à trouver un certain nombre de candidats et de projets. Voilà. L'autre problème, et qui est fondamental, qu'il ne faut pas oublier dans l'agriculture, c'est que les marges opérationnelles sont de quelques pourcents. Quand vous empruntez de l'argent en Afrique à 7, 8 ou 9%, vous comprenez la difficulté. Sachant que dans votre financement, vos investissements, ce n'est pas simplement de l'investissement productif. En Afrique, quand vous investissez, vous devez avoir une part d'investissement social extrêmement important. Vous devez créer des routes, de la logistique, des dispensaires, parfois même des hôpitaux, à titre privé. Donc tout ça, vous voyez, le modèle est un peu différent. C'est pas toujours respecté d'ailleurs. Il y a des engagements sur justement ces engagements qui autour de ces grands projets de construction de routes, etc. Malheureusement, et alors je veux pas qu'on décrive comme une agriculture africaine. Elle est dynamique. En réalité, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez énormément. Vous parliez des femmes. Nous, par exemple, on a 2000 femmes à qui on a donné des terres et qui cultivent manioc, igname, etc., et qui font qui ont une vraie activité. Et donc elle est dynamique, cette agriculture africaine. Il faut simplement qu'elle ait les outils pour pouvoir se développer et être plus efficace. Il faut distinguer deux choses. Je pense qu'il y a un pays qui est intéressant, c'est le Maroc, qui a développé une agriculture afin d'avoir les denrées nécessaires pour nourrir la population, mais qui a aussi développé une agriculture d'exportation. Je pense que les deux ne sont pas opposables, bien au contraire. D'abord, les États ont besoin d'exportation, parce que les États africains ont besoin de devises pour financer un certain nombre d'autres projets. Et il est important aussi de développer l'agriculture africaine pour plusieurs raisons. La sécurité alimentaire, comme tu le disais, Karim, qui est fondamentale. Parce qu'il y a certains moments en Afrique où il manque de denrées, notamment pendant les périodes sèches, où là, la disponibilité en produits est beaucoup plus faible, et pose un vrai problème, pour des questions, évidemment, d'emploi. Et cet emploi en zone rurale est fondamental, puisqu'on constate qu'on a un exode rural en Afrique qui est problématique. On a des villes qui deviennent champignons, qui posent des problèmes de sécurité, de stabilité sociale, etc. Donc l'agriculture a un rôle clé, coche toutes les cases, à mon avis, du développement des activités économiques. Et je pense que, pour revenir au Maroc, que je connais un petit peu, la mise en place du plan Maroc vert a été extrêmement bénéfique. C'est-à-dire qu'il
l'État s'est engagé dans l'agriculture, à subventionner l'agriculture, et en même temps a créé un dispositif qui facilite l'installation des agriculteurs. Vous savez, ça a été dit par un ministre tout à l'heure, le secteur informel est extrêmement important. Quand vous créez un projet et que vous êtes obligé d'être dans le formel parce que vous êtes financé, vous devenez peu compétitif. Donc il y a un dispositif, un écosystème à mettre en place pour faciliter. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi, parce que le temps passe très très vite. On va applaudir quand même Monsieur Porquet, qui doit nous quitter. Charlotte, vous aurez le mot de la fin. Il existe un certain nombre de programmes au niveau régional, voire même au niveau du continent pour soutenir la montée en puissance de ces femmes dans l'agriculture. Quels seraient les axes d'amélioration d'urgence à mettre en place selon vous, d'après vos observations? En quelques mots. Alors, pour rejoindre mes deux interlocuteurs, donc c'est vrai que vous avez cité votre exemple, mais je voudrais quand même préciser celui de Géocoton qui est très, très, très démonstratif de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, donc créer des synergies entre les acteurs du secteur privé, la paysannerie et les agro-industriels. C'est tout à fait possible et aujourd'hui, le digital le permet également. Donc, tout est à faire en fait. Et au niveau des institutions, Au niveau des institutions, on le sait tous, on a un problème de gouvernance. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plutôt en fait reprendre en fait les propos du président de la BAD, qui parlait de l'urgence et de la nécessité de rendre cette agriculture sexy. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez une Afrique jeune, plus de 70% de la population africaine est jeune. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, en fait, on a également un problème de sécurité alimentaire. Mais quand vous avez des États, effectivement, qui mettent en place des programmes comme les agropoles en Côte d'Ivoire, la jeunesse ne suit pas forcément parce que le secteur est dévalorisé. Qu'est-ce qu'on entend par agriculture aujourd'hui ? Quand vous dites agriculture, vous prenez 10 Africains, vous en avez au minimum 9 qui vont avoir le réflexe production. Alors qu'en fait, un entrepreneur agricole, c'est quelqu'un qui peut évoluer dans d'autres pôles d'activité comme la transformation des produits, la formation, le financement, les assurances et autres. Et c'est tous ces métiers qu'il faudrait en fait valoriser pour que cette jeunesse-là puisse justement passer à l'action. Et je vais finir par un call to action à nos jeunes leaders de ce matin. Intéressez-vous au secteur agricole et agroalimentaire. Personnellement, je l'ai embrassé alors que j'étais en poste chez un éditeur de logiciels, Microsoft. Donc, c'est vrai qu'on grandit avec une autre culture qui est celle du fonctionnariat et autres. Mais intéressez-vous vraiment à ce secteur parce que l'équation est simple. Il s'agit de mettre vos compétences au service d'un secteur clé pour notre émergence en Afrique qui est celui de l'agriculture, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à tous.